Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 4. On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des Dames de la Mort. Épisode 14. Le train de Wolfenberg, partie 4. Troisième jour. De derrière les sommets enneigés qui encerclaient le village, apparut ce jour-là un ami qui se faisait bien rare en cette époque de l'année. Un large soleil jaune se leva lentement, donnant à la nature enneigée la brillance de 1000 diamants. Très vite, une chaleur apaisante vint caresser le visage de Vlad, asséché par le froid. Aveuglé, le géant ferma un œil pour retrouver la vue. Tout autour de lui semblait calme. Il se tourna vers le Français qui l'accompagnait. « On dirait que la nuit s'est déroulée sans problème. » « Sans problème, enchérit Jacques-Yves, véritablement surpris. « Dois-je te rappeler que tu as tué un homme ?» Le bûcheron, que son acte peu commun semblait avoir changé, cracha au sol. « C'est vrai, mais je parlais du village et des craintes que l'on avait. Il ne s'est rien passé. C'est quand même rassurant. » Il reprit sa marche dans la neige en direction de la forêt. Le Français lui demeura immobile. En s'en apercevant, Vlad s'arrêta et l'interpella. « Alors, tu viens qu'on finisse cette garde ?»« Tu n'as pas plus de remords que cela. »« Des remords ?» s'étonna le géant. Il soupira et posa son arme à ses pieds. « Écoute le Français. J'aimais bien Rodolphe. Je le connaissais peu, mais je l'aimais bien. Le type sur qui j'ai tiré cette nuit, ce n'était pas Rodolphe. » Sans terminer son idée, il reprit son arme sur l'épaule et repartit en direction du bois. Intrigué, Jacques-Yves le rattrapa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« C'était le corps de Rodolphe, mais l'esprit qui l'habitait n'était pas le sien. Il allait tuer Romain, je n'avais pas hésité. »« Tu veux dire qu'il avait perdu la raison ?»« C'est plus que cela, mais toi, tu ne comprendrais pas. » La conversation était close et les deux hommes marchèrent un long instant sans prononcer le moindre mot. Mais les réponses du bûcheron ne convenaient pas au déserteur, qui revint à la charge. Cochec finit par céder. « Les dames de la mort. Ce sont les dames de la mort et le vœu du serpent. »« Pardon ?»« Les dames de la mort accompagnent chacun de nous dans la mort, en essayant de la rendre plus douce, car elles sont au service du bien. Mais le mal a toujours voulu que la mort soit violente. Un compromis a été trouvé entre le bien et le mal. C'est le vœu du serpent. Tous les 503 ans, les dames doivent apporter la mort violemment à un grand nombre de personnes pour satisfaire le mal. Et c'est sur nous que c'est tombé, voilà tout. »« Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es devenu fou ?»« Non, non, c'est une très vieille légende, je n'y croyais pas jusqu'à ce que hier, je vois le signe. »« Quel signe ?»« À la bosse du cou de Rodolphe, une coupure fraîche avec une forme particulière. Un V inversé, avec à sa pointe un petit S et un rond. » « Et qu'est-ce que cela représente ?»« Le V et le S représentent une tête de serpent, symbole du mal. Dans le cercle, l'ensemble schématise une femme, une dame de la mort, exceptionnellement au service du mal. » Vlad s'immobilisa et fit face à son interlocuteur pour marquer l'importance de ce qu'il allait dire. « Nous sommes maudits, le Français, maudits. Il va falloir nous battre pour vaincre cette malédiction. » Les deux hommes marchaient maintenant dans la forêt depuis 5 bonnes minutes, et cela parut suffisant. Abandonnant pour un instant leur mystique sujet de conversation, ils firent demi-tour et revinrent en direction du village.
Jacques-Yves ne pouvait détacher ses pensées de ce que venait de lui dire son compagnon. Tout cela lui semblait absolument absurde. Ce qui l'effrayait le plus, c'est que l'on puisse croire réellement à cette histoire. Le bicheron parut sentir la circonspection de son ami. « Tu n'es pas convaincu, hein ?»« Je pense qu'il y a sans doute une autre explication. Pourtant tu l'as vu comme moi. » Comment cela ? La femme sur Favre cette nuit. Tu l'as même poursuivie dans la forêt et elle s'est volatilisée, n'est-ce pas ? Fier de sa démonstration, il n'ajouta rien et accéléra le pas. Le courage ne figurait pas sur la liste des qualités de Hans Fritz, bien que le contenu de cette dernière fût plus qu'honorable. Aussi, le geste qu'il venait d'avoir, et que, d'ailleurs, il ne tarderait pas à regretter, revêtait pour lui un caractère exceptionnel. Tout avait commencé quelques instants plus tôt. Le café de Carlos connaissait une activité inhabituelle pour un début de journée. Il faut dire que tous les habitants du village étaient inquiets et que le début de boisson était devenu le lieu où l'on venait chercher l'information pour se rassurer un peu. Le sujet de conversation qui était sur toutes les lèvres était naturellement le coup de folie de Rodolphe. Il ne se trouvait personne pour remettre en cause l'intervention de Vladimir, et l'on pensait même que le géant avait fait preuve d'un vrai courage. Les seuls qui ne paraissent pas admiratifs étaient le groupe de mineurs rassemblés au fond de l'ancienne grange et qui, comme à leur habitude, ne se mêlaient pas au reste de la population. Ayant reçu du bourgmestre, au même titre que tous les autres, l'interdiction de s'éloigner du centre du village, ils avaient passé la nuit dans la remise où Carlos leur avait fait à grand-peine un peu de place. Certes, leur baraquement, situé près de la mine, un peu à l'extérieur de Wolfenberg, n'était en rien un palace, mais comparé aux conditions dans lesquelles ils avaient dormi, leur vieille couche était comparable à des matelas de plumes épaisses. Leur humeur s'en ressentait et l'explosion inévitable se produisit lorsque Romain, après avoir raconté pour la 100e fois ce qui était arrivé, proposa à tous de porter un toast à la santé de celui qui lui avait sauvé la vie. « À Vladimir Kochek le valeureux !» Tous répétèrent la même phrase en levant leur verre, tous sauf l'équipe de mineurs. Le premier villageois qui s'en aperçut en avisa son voisin, d'un coup de coude et d'un geste de la tête. Le second mit quelques secondes à comprendre, puis fit passer l'information à un troisième, et ainsi de suite. Toute la salle fit bientôt silence, observant d'un regard suspicieux les mineurs restés jusque-là stoïques. « Hé les étrangers, vous ne voulez pas boire un coup avec nous ?» lança Romain d'un ton provocateur. Saulnier regarda ses collègues. Pas un ne bougeait, attendant la réaction de leur chef. Sans décrocher le moindre regard à son interlocuteur, le mineur saisit son verre, le leva et porta un toast à son tour. Mais cette fois-ci, à la mémoire de Rodolphe, lâchement assassiné d'une balle dans le dos par une espèce d'indigène sous-développé. Le sang de Romain ne fit qu'un tour, et c'est en hurlant que le jeune homme bondit sur le chef des mineurs qui avait osé insulter son sauveur. Les deux hommes roulèrent au sol. Pris au collet, Saulnier se dégagea en donnant à son adversaire une droite mémorable qui permit à ce dernier de vaincre pendant quelques secondes les lois sévères de la gravité. Le choc fut rude, et Romain, qui alla s'écraser sur une vieille chaise qui réduisait en bois de chauffage, parut sonner et ne se releva pas. De son côté, Saulnier était déjà debout, prêt à reprendre le duel, mais Carlos s'interposa. « Tu veux ta part aussi ?» demanda le mineur, toujours sous le coup de la colère. « Je ne veux pas me battre. Je veux que vous quittiez mon café tout de suite, c'est tout. »« Et c'est sans doute toi qui vas nous mettre dehors ?» insista Saulnier en faisant un pas dans la direction du cafetier. Les autres villageois s'approchèrent à l'air, marquant par cette attitude la volonté de ne pas laisser l'un des leurs subir le même sort que Romain, qui n'était toujours pas revenu à lui. Voyant la situation se tendre davantage, les collègues de Saulnier se levèrent à leur tour, montrant que leur chef non plus n'était pas seul. Tout était en place pour une bagarre rangée. C'est à cet instant que Hans Fritz entra. Il ne lui fallut que quelques secondes pour comprendre la situation, et comme s'il avait été touché par la grâce, il s'approcha de Saulnier et lui parla sur un ton digne d'un responsable local de la compagnie. C'était la première fois qu'il remplissait pleinement son rôle, mais Saulnier ne parut pas impressionné. Lui et ses hommes continuèrent à fixer Carlos et ses alliés. « Je ne souhaiterais pas être obligé de faire un rapport, monsieur Saulnier. » Surpris, le mineur regarda enfin Fritz pour s'assurer que c'était bien lui qui venait de parler. Il éclata de rire. Piqué au vif, le responsable local de la compagnie perdit son sang-froid. Il bouscula le chef des mineurs qui avait bien 20 ans de moins que lui et une quarantaine de centimètres de plus. Ce dernier manqua de perdre l'équilibre, et ses collègues intervinrent, 2 pour le récupérer et 2 autres pour saisir par le bras le téméraire Hans Fritz. Ce dernier ne se démonta pas, et malgré les 2 molosses qui le maintenaient, il insista.
Vous avez tort de ne pas prendre au sérieux ma menace. Il se pourrait bien que vous n'ayez plus jamais l'occasion de travailler pour l'IEC, et pas seulement dans ma mine, mais aussi dans toutes celles du réseau. L'aplomb du petit employé de la compagnie, que jusque-là tous les mineurs avaient regardé comme des adultes indulgents regardent un clown qui ne les fait plus rire, poussa leur chef à réfléchir. Et tandis qu'un troisième larron s'approchait pour régler son compte à l'insolent, qui persistait à vociférer, Saulnier intervint. Cela suffit, lança-t-il à son collègue qui chauffait déjà son poing droit en le frappant contre sa main gauche. On retourne à la mine. Mais enfin, Saulnier. Mais rien. J'ai dit cela suffit. Puis d'abord, lâchez-le. Les mineurs s'exécutèrent, et tout penauds se dirigèrent vers la sortie. En passant devant Fritz, Saulnier lui jeta un regard noir. Il savait parfaitement que le responsable local de la compagnie pouvait lui apporter son lot d'ennuis, et cela faisait naître en lui une haine violente à l'encontre de ce dernier. Dès leur départ, la tension chuta. Hans se laissa tomber sur une chaise, épuisé, comme s'il avait passé la nuit à se battre, et commanda un alcool fort. On put s'occuper de réanimer Romain, et Carlos fut soulagé de n'avoir perdu qu'une chaise dans la mésaventure. Toutes les traces de l'incident n'avaient pas encore disparu lorsque Vlad et le Français, de retour de leur garde, entrèrent à leur tour dans le café, suivis quelques minutes plus tard par le bourgmestre, que l'on avait prévenu rapidement de l'incident. Depuis le premier jour, depuis l'instant où le premier d'entre eux avait posé le pied sur le quai tout neuf de la gare, il y avait entre les mineurs de l'essai et les habitants de Wolfenberg une animosité savamment entretenue des deux côtés. La tension était toujours présente, bien que, jusqu'à ce jour, la foudre n'ait encore jamais frappé. Mais des 5 équipes à la composition à peu près constante qui se succédaient tous les mois, celle de Saulnier était la moins appréciée. Rien d'étonnant que ce fût avec elle que l'explosion se produisit. En tant que premier magistrat de la commune, Louis Véronnet aurait dû jouer un rôle apaisant dans ces relations. Il aurait pu trouver les compromis nécessaires, mais son caractère de vieux montagnard ne l'avait jamais poussé à la moindre concession. Au mieux, il avait eu une neutralité hypocrite face aux mineurs et un soutien sans faille lorsqu'il n'était qu'avec les villageois. Cet incident aurait pu être l'occasion pour lui de laisser éclater face à tous le fond de ses pensées. Pourtant, peut-être étaient-ce les circonstances, il manifesta un immense embarras alors qu'il écoutait le récit que lui faisait Carlos. Assis dans un coin tout penaud, comme un enfant que l'on vient de gronder, Romain se faisait soigner la tempe par Agathe qui avait été appelée à l'aide. « Où sont-ils maintenant » demanda lui lorsque le cafetier eut terminé. « Ils ont dit qu'ils retournaient à la mine, » répondit un des clients. « Qu'ils y crèvent » lança un autre. Il y eut dans la salle un murmure approbateur. Le devenir de ces gens-là n'intéressait pas les villageois. « Attendez, attendez » intervint Vlad. « On ne peut pas, on ne doit pas se diviser en ce moment. On n'a jamais été unis avec eux. Vous oubliez le train, les cadavres, le coup de folie de Rodolphe. Vous ne comprenez pas que nous avons un adversaire commun ?»« Qui ?» s'énerva Romain qui retrouva un peu de courage face aux réactions de ses voisins. « Tu oublies que c'est pour toi que nous nous sommes battus, pour ton honneur. Ils t'ont bafoué, traité d'assassin. » « Je te remercie, Romain, pour ton intervention, mais on ne peut pas en ce moment faire l'économie d'alliés aussi importants qu'eux. Tu sais ce que tu es un ingrat. Et si je me retenais pas... » Il fit un pas menaçant en direction du géant, prêt à en découdre de nouveau. Louis lui sauva la vie en s'interposant, car il est évident qu'il ne serait jamais sorti vainqueur d'un choc avec le titan de Wolfenberg. « Cela suffit, Vlad a raison. » Un froid glacial tomba sur l'assistance, et tous se turent. Bien qu'il était évident qu'un certain nombre d'entre eux ne comprenaient pas, le bourgmestre ne prit pas la peine d'expliquer. Il se tourna vers le Français qui, appuyé contre le bar, s'était jusque-là bien gardé d'intervenir. « Tu es le seul à pouvoir aller là-bas et à pouvoir te faire entendre par Saulnier. Ils ne t'ont jamais regardé comme ils nous regardent. Je suis sûr qu'ils te compteront. »« S'ils me laissent approcher. »« Je viendrai avec toi, » coupa Fritz Hans. « En tant que représentant de la compagnie, ils ne pourront pas nous refuser l'accès. Ensuite, cela sera à toi de jouer. »« Bien, » approuva le Français, « mais que dois-je leur dire ?»« Tu dois les faire revenir, » conclut le bourgmestre, « avant que ceux qui nous menacent passent à l'action. » Cela faisait à peine plus d'une heure qu'il s'était levé, et déjà, le soleil avait toutes les peines du monde à faire valoir son point de vue. Il restait présent dans un ciel d'un bleu limpide, mais au sol, la chaleur bienfaisante était violemment chassée par un terrible vent du nord, qui avait de nouveau fait chuter des températures largement en dessous de zéro.
La neige avait durci et le Français avançait sans peine, suivi par Hans Fritz. Mais leur visage était rougi par un froid vif qui, sans hésiter, traversait même les gants, les vestes, les bonnets et les écharpes qu'ils avaient revêtus. Dans ces conditions, les 10 minutes de marche qui séparaient le village de la mine parurent interminables, d'autant plus que les deux hommes n'échangèrent quasiment aucun pas. Heureusement, le chemin s'enfonça bientôt dans un petit massif d'arbres qui parvenait encore à lutter contre le vent. Au sortir de celui-ci, ils se retrouvèrent dans un tout autre décor. La mine de Wolfenberg n'était pas un endroit accueillant. Sur une surface de quelques hectares, on avait complètement rasé tout ce qui pouvait être vivant. Au milieu de cet étrange désert, une tour de fer glaciale permettait d'accéder au puits par lequel les mineurs descendaient à une 50aine de mètres sous terre. Autour de ce dernier, 3 bâtiments de bois à l'allure fatiguée malgré leur jeune âge. Un pour l'administratif, un pour le repos des mineurs et un troisième, simple dortoir sans grand confort. Des moissons de déblais s'amassaient de ci de là sans la moindre esthétique. De longues barres de fer rouillé, qui avaient sans doute servi à la construction même de la mine, gisaient à leurs pieds, et de grandes pancartes de bois sans finition mettaient en garde le Quidam. IEC, propriété privée, accès interdit, danger. Tout était réuni pour faire penser que Belzébuth avait installé là une porte ouverte sur des enfers. « Bien, maintenant comment on procède » demanda Hans. Le Français ne répondit pas. Il se contenta de sourire et sans hésiter se dirigea vers l'un des bâtiments. Le vent se rappela à leurs souvenirs en sifflant autour d'eux. Pas la moindre trace de mineurs. Quelques marches, un petit perron et une vieille porte qui ne devait protéger que des regards. Jacques-Yves l'observa quelques instants, puis frappa 4 coups. Juste derrière lui, Hans jetait un coup d'œil anxieux à droite et à gauche, comme s'il était persuadé qu'un piège les attendait. Aucune réponse ne sortit de la vieille bâtisse, et les deux hommes hésitèrent quelques secondes. Hans s'approcha d'une des fenêtres et tenta de jeter un coup d'œil à l'intérieur. La vitre était recouverte d'une légère couche blanche de givre. Le représentant local de la compagnie la frotta donc avec son gant. Lorsqu'il put enfin lancer un regard à travers, il poussa un cri et prestement fit marche arrière. Intrigué, le Français s'approcha lui aussi de la fenêtre. Il découvrit le dortoir des mineurs, une vingtaine de lits alignés militairement, entre chaque une petite table et une armoire basse. Au centre de la pièce, un vieux poêle qui n'était pas allumé. Mais ce qui avait fait sursauter Hans, ce n'était pas le mobilier, mais bien la mise en scène macabre. 3 cadavres sur des lits et un 4e assis sur une chaise près du poêle. La tête renversée en arrière, offrant au néant sa gorge tranchée. Tout laissait à penser que les malheureux avaient été surpris par la faucheuse alors même qu'ils vaquaient à leur occupation. En découvrant cet étrange spectacle, le Français ne prit pas le temps de réfléchir. Il voulut ouvrir la porte qui, étonnamment, lui opposa une résistance. Il la fit voler d'un violent coup de pied. Malgré le froid qui régnait à l'intérieur de la pièce, une odeur pestilentielle vint leur chatouiller les narines. Jacques-Yves ne parut pas dérangé et s'approcha du premier corps pour l'examiner avec plus d'attention. C'était un homme d'une 40aine d'années, aux tempes grisonnantes. Ses yeux étaient clos et ses paupières teintées d'un léger bleu qui laissait à penser qu'il était mort depuis un long moment. Il ne sembla pas aux Français que cet homme faisait partie de l'équipe de Saulnier. Alors qu'il allait demander son avis à Hans, une voix derrière eux les fit sursauter. « C'est des plus macabres comme mise en scène, non ?» Saulnier et quelques membres de son équipe se tenaient dans l'embrasure de la porte, un fusil à la main. « Mais vous direz à vos petits camarades, poursuivit le responsable des mineurs, qu'il en faudra bien plus pour nous impressionner. »« De quoi parlez-vous » intervint Hans, qui avait peur de comprendre. « Toi, la crotte, répondit Saulnier en levant son arme dans sa direction, tu la fermes. »« Qui sont-ils » demanda le Français en faisant un signe de la tête en direction des 4 cadavres. Saulnier eut un sourire. Il baissa son arme et fit 2 pas en direction du déserteur. « Ce sont des membres de l'équipe de remplacement qui étaient dans le train d'hier. On les a trouvés là en arrivant ce matin, installés comme s'ils avaient pris leur place. Il y a ceux-là, ici. Il y en a d'autres dans la baraque de détente et encore 3 à l'entrée du puits. On peut dire que les petits villageois de Wolfenberg ont des jeux d'un goût douteux. » Hans voulut protester en affirmant que ses concitoyens n'avaient rien à voir là-dedans, mais il trouva sur sa route le canon argenté d'une vieille carabine qui vint se placer sous son nez pour réfréner ses ardeurs. Le mineur, se trouvait à l'autre bout, ne paraissait pas être un adepte convaincu de la liberté d'expression. « Bien, dit alors le Français, et maintenant, que fait-on » Saulnier eut un grand sourire. « Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment qu'on veut se débarrasser de nous par la manière forte. Et nous, on n'est pas décidé à se laisser faire. Quand elle ne verra pas le train revenir, la compagnie enverra du secours.
D'ici là, conseillez à tous de ne pas s'approcher d'ici, car nous tirerons sans sommation. Le mineur fit un pas en arrière pour laisser le passage aux Français et l'invita à quitter les lieux. Hans lui emboîta le pas, mais fut stoppé net par une main puissante qui vint s'abattre sur son épaule. « Non, pas toi. Toi, tu fais presque partie des nôtres, lança Saulnier ironiquement. Alors, on te garde avec nous, une sorte d'assurance. » Jacques hésita à protester, mais son regard croisa celui des mineurs et il comprit que toute phrase était inutile. Il tourna les talons et regagna le village, laissant à la mine un Hans Fritz terrorisé. Ridicule, c'est ridicule, hurlait Louis. Mais à quoi pensent-ils ces imbéciles? Pourquoi l'un d'entre nous aurait-il joué un jeu aussi stupide? Tandis que la plus petite salle de la mairie résonnait de la colère de son bourgmestre, Vlad, Carlos et quelques autres notables du village demeuraient perplexes face au récit que venait de leur faire le Français des incidents survenus à la mine. « Je pense, lui, que tu ne poses pas la bonne question, » intervint une des personnes présentes. « Il te faudrait plutôt demander qui a fait cela. »« Sans doute les mêmes que ceux qui ont commis les meurtres, » répondit le bourgmestre. « Oui, mais qui ?»« Les dames de la mort, » souffla Vladimir qui semblait terrorisé. Le boucheron exposa sa théorie, laissant l'assistance perplexe. « Je me fous de savoir si ce sont des fantômes qui ont fait cela, » explosa Carlos. « Et je me fous aussi de ce que pensent les mineurs. Il n'est pas question de laisser Hans entre leurs mains. C'est la seule chose dont je suis sûr. » Il y eut une approbation générale de tous à l'excepté du bourgmestre. Lui, à l'inverse des autres, ne parvenait pas à oublier qu'un danger inconnu les menaçait encore et qu'il n'était jamais judicieux en pareille situation de transformer en ennemis des alliés potentiels. Il tenta de calmer l'assistance en attirant leur attention sur un autre détail. « Avant toute chose, expliqua-t-il, il faut chercher à savoir comment ces cadavres ont pu être déplacés sans que l'on s'en aperçoive. »« Oh, rien de bien difficile là-dedans, » répondit Carlos. « Nous avions poussé les wagons tout au bout de la boucle pour éviter d'avoir à subir les nuisances. Ceux qui rôdent autour du village ont eu tout loisir d'opérer. »« Sans doute, reprit Louis. Mais alors, ils ont peut-être laissé là-bas des indices qui pourraient nous aider à les démasquer. » Il marqua une pause. « Je ne pense pas que Hans court un danger immédiat. Et si nous pouvons apporter à cet idiot de Saulnier et à sa bande d'imbéciles la preuve de notre innocence, ils seront plus réceptifs à nos arguments. »« Ouais, » soupira Carlos sans conviction. « Mais il sera plus prudent quand même de nous rendre à la mine armée. » À suivre.